Bonjour à tous, c'est bon, vous m'entendez? Tout va bien? Bonjour à tous, merci d'être présents à cette table ronde qui s'annonce passionnante à deux titres. D'abord par son sujet. Alors que l'IA est devenue une sorte de must-have pour les entreprises annoncent chaque jour de nouvelles fonctionnalités dopées à l'IA, grand renfort de communication, des fonctionnalités souvent révolutionnaires, en tout cas présentées comme telles. Presque tous les jours, nous, on écrit dans les Échos des papiers sur les valorisations stratosphériques de l'IA. L'IA promet de changer le monde. On va essayer de souffler un peu. Ouais, on va souffler un peu. On va prendre le temps de s'interroger, de se poser des questions essentielles. À quoi sert l'IA véritablement dans une entreprise, au-delà de la communication sur les avantages extraordinaires? Est-ce que les nouvelles technologies apportent réellement des gains de productivité? Quels usages concrets transforment déjà les pratiques? Mais aussi, on va beaucoup s'interroger sur quels sont les risques. Est-ce qu'on n'est pas en train de menacer nos ressources naturelles? Est-ce qu'on n'est pas en train de détruire certains métiers? Et est-ce qu'on n'est pas en train, plus globalement, de se donner une autre vision de la société? Est-ce qu'on peut mettre en place une IA responsable? Et au final, on va essayer de répondre à la question, est-ce qu'on peut rester à l'écart de l'IA aujourd'hui? Cette table ronde, je le disais, s'annonce passionnante à deux titres. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on a la chance d'avoir des invités qui ont de vraies visions complémentaires et des expériences très riches. Alors, honneur aux dames, je suis ravie d'accueillir Axelle Lemaire. Axelle est directrice responsabilité d'entreprise et développement durable de Soprasteria. Soprasteria, c'est une société de 50 000 collaborateurs spécialisée dans la tech. Axelle est juriste internationale de formation et elle a développé depuis des années une expertise poussée des enjeux sociaux et environnementaux, mais aussi éthiques. Elle a été membre du gouvernement français de 2014 à 2017 en qualité de secrétaire d'État en charge du numérique. Après avoir été élue députée, Axelle Lemaire a été récompensée par plusieurs prix, notamment le prix Women in Business pour son approche multidisciplinaire et inclusive appliquée à l'économie. Vous avez des fans. Nous avons aussi Antonin Bergeaud. Antonin Bergeaud est professeur associé d'économie à HEC. Il est spécialiste de la croissance économique et de l'innovation. Ses recherches portent notamment sur les déterminants long terme du PIB. Diplômé, entre autres, parce qu'en fait, il a une liste de diplômes comme ça, de la London School of Economics et de l'École Polytechnique. Il a obtenu le prix du meilleur jeune économiste en 2025, décerné par Le Monde et par le Cercle des économistes. Et il est, bravo, oui, et il est co-auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Le bel avenir de la croissance, leçon du XXe siècle pour le futur, chez Odile Jacob. Et enfin, il est membre du Conseil national de l'intelligence artificielle et du numérique, qui a été lancé cet été par le gouvernement. Et Paul Duhan est l'un des pionniers du mouvement Tech for Good. Il a quitté la Silicon Valley, où il était data scientist avec sans doute un meilleur salaire, pour fonder Base Impact, une organisation à but non lucratif qui développe des outils numériques à destination des associations et services publics. Alors dit comme ça vous dit rien. Par exemple, il développe des logiciels pour aider les travailleurs sociaux ou les infirmiers dans la gestion de leurs dossiers. L'idée, c'est d'aider à les aider à aller plus vite pour des métiers complexes et compliqués, dont on a tous besoin. Et donc de faire gagner du temps. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a mis en place des outils de recherche de cas contacts au moment du Covid. Et Paul a obtenu de nombreux prix et il est notamment dans le classement Forbes sur les moins de 30 ans qui comptent. Quand il fut jeune, c'est vrai. Alors, avant de débuter les échanges, dans quelques secondes, on va prendre le pouls de la salle. En vous demandant votre avis à vous, tous, vous êtes nombreux, merci. Je vous invite donc à flasher le QR code qui va s'afficher, voilà, il s'affiche, c'est parfait, pour répondre à deux questions, pour voir un petit peu quel est votre usage de l'IA, et ensuite, comment vous voyez l'IA en tant que risque ou opportunité. Alors, je vous avoue que je ne sais pas si on va les voir s'afficher ou si vous avez un temps précis. Donc, ah ben voilà, ça y est, je les vois.
Encore 4-5 secondes si vous avez encore des choses envie de vous exprimer. Ouais, je vois ça. Ouais, il n'y a pas jamais. Voilà, parfait. Alors, on va peut-être vous laisser regarder, continuer peut-être à répondre, mais regarder les résultats. On les commentera peut-être tout à l'heure. Donc, tout le temps, on est à 29%, 29-30%, de temps en temps 45%, et régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, mais pas addict à l'IA, semble être la majorité. Je vous donnerai les chiffres que j'ai par ailleurs dans des études. On va passer sur une deuxième question. Qui est justement sur la manière dont vous voyez l'IA en tant que risque ou opportunité. Donc je vous laisse, j'espère que ça marche. Utilisez-vous l'IA à titre professionnel? Il y a une deuxième question qui est sur risque ou opportunité, toujours avec cet outil, le QR code. Voilà. L'IA est-elle un risque ou une opportunité pour le monde du travail? Alors 1, c'est un risque, et 5, c'est une opportunité. Donc plus positif que négatif, ou plus négatif que positif. Encore quelques secondes, si vous voulez voter. Parfait, donc là aussi, ça a l'air d'être autour de 3. Donc on voit ça plutôt comme une opportunité, mais une légère opportunité vraisemblablement. Hein. On voit également les risques. Donc merci pour vos contributions. Alors pour information, selon un dernier sondage, un sondage récent de Via Voice, c'était 4 cadres sur 10 qui utilisaient l'IA régulièrement. Donc je pense que vous êtes un peu plus intéressés par l'IA que la plupart des gens, puisque vos réponses donnaient justement un plus grand intérêt. Et par ailleurs, selon une étude Boston Consulting Group qui date de l'année passée, il y avait un Français sur 2 qui se disait inquiet de l'IA. Donc là, vous semblez un peu plus optimiste que la moyenne des Français. Alors merci encore pour vos contributions. Maintenant que vous avez pu vous familiariser avec cet outil d'interactivité, ce QR code, sachez qu'en scannant à nouveau le QR code à la fin, vous pourrez poser des questions pour la session de questions-réponses qu'on aura à la fin. N'hésitez pas à préciser votre nom et votre prénom et on lira les questions. On va désormais se plonger dans le débat qui se déroulera en 2 parties. Les usages de l'IA et les apports de la nouvelle technologie et comment mieux maîtriser les risques. Alors, concrètement, déjà la première question, c'est quelles sont les applications de l'IA que vous observez et que vous déployez dans vos entreprises et vos organisations? Alors j'ai envie de vous poser d'abord la question à vous, Axel, vos clients ou vous-même. Oui. Bonjour à toutes et tous, et vraiment très sincèrement heureuse d'être ici. Et ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai habité à la CTU, à la Maison du Canada, et de très bons souvenirs. Alors, les usages de l'IA chez Sopra Steria, sous 2 angles. D'abord, moi je suis directrice RSE, hein, et donc on se pose la question comment déployer l'IA pour une finalité qui est très classique, qui est des gains de productivité, et dans une direction comme la mienne, ça veut dire gagner du temps. Hein. Et sans forcément un impact sur les ETP. C'est vraiment que le jus de cerveau soit bien utilisé. Et donc, comme il y a une partie de l'activité qui consiste à faire du reporting réglementaire, hein, s'assurer de la conformité au texte de type CSRD, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, eh bien, c'est vrai que l'IA peut aider à trouver plus vite l'information pertinente, voire à produire les informations à visée réglementaire en fonction des données disponibles dans les bases de données
de l'entreprise. Et puis un deuxième cas d'usage qui se concrétise en ce moment, c'est automatiser partiellement les réponses aux RFP, aux Request for Proposals, donc les appels à projets reçus des clients qui demandent de plus en plus, qui exigent des engagements en matière de RSE, et plutôt que de à chaque fois faire des copier-coller, eh bien on peut aller chercher l'info, on peut utiliser l'IA pour automatiser une partie de la réponse et donc mieux la qualifier, mieux adapter au contexte du projet, etc. Voilà. Après, chez Sopra Steria, on a classé les cas d'usage en 4 catégories. Il y a l'IA industrielle et on a des projets qui sont menés pour des clients, par exemple Telefonica, donc opérateur télécom en Allemagne, où on a utilisé de l'IA pour améliorer la maintenance prédictive avec le suivi plus en temps réel des problématiques sur les infrastructures télécom, donc les antennes mobiles en particulier, mais aussi l'état de qualité des câbles, la fibre optique. La deuxième catégorie, c'est l'IA au service de l'automatisation intelligente des processus. C'est un cas assez classique dans l'IT, c'est du RPA++, Rapid Process Automatization. On a une solution par exemple qui s'appelle SpeedFact, c'est la gestion automatisée des factures. Il y a l'IA au service du développement informatique. Je pense qu'on y reviendra sur l'impact sur les métiers. Et puis l'IA au service de l'humain. Alors moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est quand l'IA est un intermédiaire qui aide les femmes et les hommes à accomplir leurs tâches. Et là-dedans, on a fait des choses pour des clients comme Trad SNCF, donc le chatbot conversationnel de la SNCF. S'il est traduit en 130 langues avec un niveau linguistique qu'on espère de bonne qualité, eh bien, c'est par le travail qui a été accompli. Et puis, j'aimerais aussi souligner les progrès extraordinaires qui ont été faits en matière d'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap, qu'elles soient malvoyantes ou malentendantes, parce que, par exemple, la traduction en automatique en langage des signes, ça a fait des progrès fulgurants à tel point que quand j'étais au gouvernement il y a 10 ans, on avait l'espoir que ça changerait la donne. Aujourd'hui, les personnes avec lesquelles j'étais en contact il y a 10 ans me disent « Ma vie a radicalement changé et je ne pensais pas que de mon vivant, je pourrais avoir cette vie-là. » Je vais du coup passer, vous faites l'excellente liaison avec Paul, qui justement développe l'IA au service de tous et au service des plus démunis en quelque sorte. Oui, absolument, et je rejoins Axel, je suis ravi d'être ici parmi vous. Donc nous, chez Base Impact, on est une ONG qui développe des solutions d'IA pour le secteur social, et notamment on a lancé récemment un produit qui est gratuit, open source, je le précise, qui s'appelle Case AI, et qui est un logiciel de gestion de bénéficiaires qui utilise l'IA pour faciliter la vie de ceux dont c'est le métier, de les accompagner. Donc concrètement, on travaille avec des professeurs, des infirmiers, des assistants puéricultrices, des travailleurs sociaux. Et ce qu'on fait pour eux, c'est Case AI sert à utiliser l'IA pour centraliser toutes les informations qui sont en lien avec un bénéficiaire. Enfin, pour ceux qui voient à peu près quelle tête ça a, vous imaginez quelqu'un qui est travailleur social dans le secteur de l'enfance, a des notes manuscrites ici, 3 emails par là, un courrier envoyé par le CRIP, un compte-rendu téléphonique d'un appel avec l'école et ainsi de suite, des dossiers à n'en plus finir. Donc premièrement, c'est l'IA pour faire gagner du temps sur le fait d'aller analyser et réconcilier toutes ces sources d'informations-là pour avoir un dossier facile où on a toutes les informations liées à son bénéficiaire. Et puis deuxièmement, pour les proposer des pistes d'accompagnement. Où derrière, ce qu'on va faire, c'est on va travailler ensemble avec l'organisation, donc l'ASSO, l'ONG ou le service public qui utilise Case AI pour enseigner à l'IA leur méthodologie et brancher toutes leurs sources de données, leur catalogue de services, voici mes ateliers, mes formations, mes partenaires, etc. Pour que derrière, l'IA, par rapport à ce dossier-là qu'on a créé, va aider à proposer, bah tiens, ça vaut le coup d'aller peut-être rappeler l'école parce qu'il y a 3 semaines, elle a parlé de harcèlement scolaire, on n'a pas eu de réponse. Ou alors, tiens, il y a ce programme-là qui pourrait être intéressant pour les parents, où il y a un atelier la semaine prochaine. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait. On le déploie, comme je disais, sur des associations petites comme grosses. On travaille notamment avec la PHP aussi sur l'accompagnement des patients qui sortent de chirurgie. Et globalement, la vision, c'est comment est-ce que cette IA-là, on la met non pas seulement au service des juristes, des médecins, des ingénieurs, des commerciaux, mais aussi de ceux qui font ce travail-là sur le terrain, des travailleurs sociaux,
Et le grand sujet, c'est rendre ça accessible à des structures qui ne peuvent pas forcément se payer des data scientists, des ingénieurs en IA, des services de grands ESN. Enfin, peut-être que ça va changer grâce à Axel. Alors, voilà, pour le faire bien et proprement. C'est parfait, justement, parce que vous faites de la transition. Alors, on va plus parler des entreprises, des PME classiques ou des entreprises plus classiques, mais est-ce qu'on voit déjà des cas d'usage qui révolutionnent les pratiques? Et moi, j'ai envie de vous demander, Antonin, qui est un spécialiste d'économie, est-ce qu'on voit des effets concrets sur la productivité? Parce qu'on parle beaucoup d'IA révolutionnaire, ça va changer le monde, ça va changer la vie des salariés, etc. Mais est-ce que ça change vraiment? Est-ce qu'on gagne de l'argent et du temps? Alors, bonjour à toutes et tous. On voit pas encore, ça dépend à quel niveau on se place. Au niveau macroéconomique, on ne voit pas encore d'effet sur la productivité, notamment en France. La productivité, d'ailleurs, est très peu dynamique. Une des raisons, alors déjà, c'est qu'effectivement, la diffusion n'est pas encore arrivée au niveau qu'il faudrait atteindre pour voir ces gains de productivité. Mais la deuxième raison, en fait, elle a à voir avec la définition de la productivité, la manière dont on la compte. Productivité, c'est juste la valeur ajoutée qu'on crée divisé par le temps de travail total pour la créer dans l'entreprise, par exemple. Et donc, tout à l'heure, vous avez dit tous les deux que finalement, l'usage que vous faites de l'IA ou que vous voyez de l'IA, c'est un gain de temps, essentiellement. Et donc, un gain de temps, c'est de la productivité, puisque, en fait, on fait de la valeur. Même si la valeur n'augmente pas, on a moins de temps pour la produire. Donc, d'un point de vue intuitif, ça devrait augmenter la productivité. Pourquoi on ne le voit pas au niveau macroéconomique? C'est justement parce que ce temps, pour qu'il soit comptabilisé comme, enfin, ce temps gagné pour qu'il soit comptabilisé, il faut qu'il soit réutilisé à faire autre chose, ou qu'il soit supprimé, c'est-à-dire que le temps de travail diminue. Pour l'instant, dans ce que nous on voit dans les chiffres, le temps de travail dans l'entreprise, il ne baisse pas, et il peut ne pas baisser pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'au niveau de l'entreprise, on a décidé de réutiliser ce temps pour faire autre chose, pour se concentrer sur des tâches qui sont plus créatives, plus importantes, plus centrales, et en fait, on a automatisé des tâches qui étaient plus codifiable, répétitive, aller faire effectivement vérifier la conformité de texte, ce qui pouvait être assez coûteux avant, on le fait moins, on y passe moins de temps. Ou la deuxième raison, c'est que en fait, l'adoption de l'IA, elle est faite essentiellement par des employés, pas forcément par une stratégie d'entreprise, mais par des employés qui utilisent des chatbots d'IA chacun de leur côté. Et le temps gagné, il n'est pas réutilisé, en fait, il est gardé secret d'une certaine manière, c'est-à-dire que concrètement, on passe autant de temps au travail dans la journée, mais on travaille un peu moins, puisque les IA nous aident à aller plus vite. Et ça, c'est un type d'adoption de l'IA que on appelle Shadow AI ou d'autres termes, qui est du point de vue de la productivité un peu dommage, parce qu'on a tout ce temps gagné, il n'est pas réutilisé de manière même à améliorer le bien-être du travailleur. Est-ce que vous pensez que l'IA, gardez le micro justement, est en train de devenir un facteur d'inégalité entre les entreprises, mais aussi entre les salariés, entre les entreprises, entre celles qui vont aller vite et celles qui vont prendre plus de temps, et entre les salariés, entre ceux qui seront capables d'utiliser les outils d'IA, je pense notamment aux plus jeunes versus, bon alors c'est pas une question d'âge, hein, mais versus ceux qui n'ont pas une appétence énorme pour les nouvelles technologies? Alors, c'est une question assez compliquée, mais je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Normalement, ce qu'on voit dans les données, si on regarde l'histoire de la technologie, c'est que la technologie, elle crée des inégalités. En tout cas au début. Ensuite, ces inégalités, elles sont résorbées par le fait qu'on se forme, on forme la population et c'est résorbé. Mais évidemment, au début, quand une technologie arrive, il y a peu de gens qui savent la maîtriser et ces gens bénéficient énormément de cette arrivée technologique. Donc on le voit par exemple quand le machine learning est arrivé, le blockchain, il y avait des ingénieurs qui maîtrisaient ces technologies, qui avaient des salaires conséquents. Avec l'IA, c'est un tout petit peu différent. Il y a effectivement des gens qui programment et qui codent des IA et qui écrivent les modèles et qui, eux, sont des talents très très rares. Mais dans l'usage de l'IA, en fait, c'est assez démocratique. L'IA, les IA génératives sont assez faciles d'accès, en tout cas pour atteindre un niveau correct d'utilisation. Il n'y a pas besoin de se former pendant des années. Et donc, ce qu'on a vu initialement dans les analyses qui ont été faites dans les entreprises, c'est que, et c'était vraiment la première fois que c'était documenté, l'IA générative, elle a tendance à améliorer la productivité des personnes qui étaient les moins productives à la base. Ce qui est vraiment l'inverse de ce qu'on voyait avec les autres technologies. Les gens qui n'avaient pas envie de bosser, quoi. Non, enfin les gens qui... Non, pas forcément, les gens moins efficaces. Donc, si vous voulez, ça faisait une espèce de nivellement, plutôt par le haut, pour le coup, de la productivité. Donc on s'est dit, super, on a une technologie qui, enfin, ne fait pas ce qu'on appelle le progrès technique biaisé vers la productivité. Donc en fait, ça aide un peu tout le monde. Le problème, c'est que ça marche au début. Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez des adoptions un peu plus profondes de l'IA, des IA un petit peu plus compliquées, un petit peu plus spécifiques, celles qui vont justement apporter des gains de productivité à l'entreprise. Et celles-là, elles nécessitent de se former, elles nécessitent de l'investissement. Et celles-ci, elles risquent à nouveau de créer des inégalités.
Est-ce que des métiers entiers, alors on parle beaucoup, il y a eu plein d'études qui sont sorties, notamment une de Microsoft cet été, il y a eu énormément d'études. Moi, mon métier en tant que journaliste pourrait être menacé, mais les traducteurs, etc. Est-ce qu'il y a des métiers ou des types de secteurs qui pourraient disparaître? Je m'adresse à la fois à vous, Paul, et à vous, Antonin. Est-ce qu'on peut accepter aussi que des emplois disparaissent au profit de l'efficacité? Alors, premièrement, je pense qu'il faut sortir de la vision par métier. C'est surtout des tâches individuelles ou des paquets de tâches qui sont rendus obsolètes par l'IA. Et la grande question, c'est il y a certains métiers qui concentrent ce type de tâches. Mais l'autre grande question, comme disait Antonin, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui est libéré? Donc peut-être je vous laisserai rebondir sur les autres secteurs. Moi je vais parler un peu du secteur social qui me tient à cœur. C'est un secteur pour le coup en fait on n'a pas de crainte de remplacer des métiers puisqu'on est en pénurie forte sur ces métiers, une étude montre que 85% des travailleurs sociaux ont des signes de burn-out liés à la charge de travail. Donc tout temps gagné est bénéf, et quand on parle de temps gagné justement à quoi on le réalloue en termes de productivité, c'est justement sur la partie humaine. C'est l'assistante sociale qui a 100 enfants à suivre et qui n'a pas le temps de le faire parce qu'elle est plongée dans la paperasse, qui derrière va pouvoir aller passer plus de temps au téléphone avec la famille, avec le gamin, etc. Voilà, donc si on sort de cette logique-là, il y a des métiers, il y a des secteurs entiers où on n'a pas peur de la disparition. Au contraire, on voit ça avec les bras grands ouverts. Ensuite, forcément, il y aura une forme de rééquilibrage à faire, et ça, c'est un peu la grande question. Et je pense qu'avec l'IA, ça fait peur parce que ça arrive à une vitesse extrêmement rapide et sur un spectre beaucoup plus large que lorsque c'est juste un secteur qui est disrupté. Et je pense que pour ça, le plus important, histoire de ne pas la subir, c'est d'anticiper ça. C'est pas de se dire, et pour reprendre l'exemple du social, mais c'est vrai partout ailleurs, c'est pas de se dire, on a besoin absolument d'aller faire de l'IA parce qu'on est le couteau sous la gorge d'un point de vue budgétaire, les subventions baissent, les budgets baissent, on doit virer des gens, donc on doit faire des gains d'efficience, on va mettre de l'IA à la place des gens. Ça, c'est toutes les façons de se planter et de faire ça mal. Alors que si on se dit non, la vision du futur, l'accompagnement social en 2050, si chaque enfant avait un tuteur personnalisé, si chaque personne avait un accès direct à des soins individualisés, ainsi de suite, à quoi ça ressemblerait? Là, on peut imaginer un parcours utilisateur et une façon de faire différente qui intègre l'IA de manière harmonieuse, mais ça, en fait, ça demande de prendre d'avoir un peu de la vista et de pas juste subir et de faire ça en réactif parce qu'on a des contraintes budgétaires. D'accord. Antonin, plus généralement, est-ce que demain, mon métier n'existera plus? Enfin, demain, dans 10 ans? Non, c'est exactement la bonne vision, c'est de penser plus par tâche. Il y a assez peu de métiers, en tout cas qui existent encore aujourd'hui, qui sont composés de tâches uniquement, qu'on dit substituables par l'IA. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez mettre une IA, elle fait la même chose, même mieux. Et il n'y a presque pas besoin de contrôle humain, ou vraiment très très peu. Là, ces métiers-là sont éventuellement en danger, mais quand on regarde dans les faits, il y en a en fait très très peu. Alors, je ne vais pas donner un chiffre, mais c'est vraiment de l'ordre de quelques pourcents, et on n'est pas en train d'être menacé par une disparition totale de l'emploi, comme on lit parfois. Et je pense que c'est important de le dire, parce que l'anxiété par rapport à la disparition du travail, dans les différents travaux que j'ai faits, elle remonte très vite comme étant un des premiers risques associés à l'IA. Elle conduit aussi à avoir une mauvaise adoption de l'IA. Tout à l'heure, j'ai parlé de personnes qui gardaient secrète dans l'entreprise l'utilisation de l'IA, mais c'est précisément parce qu'on n'a pas confiance dans le fait que l'entreprise va redistribuer ce temps gagné de manière efficace. Donc on préfère rester maître finalement de son temps gagné, en le gardant secret, et ça, c'est quelque chose qui est plutôt négatif économiquement. Je vais juste dire un truc quand même qui est un sujet à mon avis inquiétant, et qu'on voit déjà dans les chiffres aux États-Unis, c'est l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes dans les métiers qui sont plus liés à l'IA, c'est-à-dire impactés par l'IA, il baisse aux États-Unis depuis 2022 de manière assez spectaculaire quand on le compare à l'emploi des moins jeunes. Et c'est pas très étonnant en fait, parce que ce qui est impacté beaucoup par l'IA, c'est pas tant les métiers, c'est la manière dont on rentre dans les métiers. Finalement, les tâches qui sont très concernées par l'IA, c'est celles qu'on a tendance à faire quand on est en stage, quand on est en junior et qu'on rentre dans une entreprise. Et là, du coup, il y a une barrière à l'entrée qui est en train de se dresser pour les jeunes qui sortent qui viennent d'être diplômés, qu'il faut absolument à laquelle il faut qu'on s'attaque en tant que formateur, en tant qu'éducateur et professeur, mais on n'a pas encore complètement trouvé la solution. Et on comprend pourquoi les entreprises ont peut-être moins besoin d'engager aujourd'hui des stagiaires, et on le voit dans les chiffres. Donc c'est dur d'entrer sur le marché de l'emploi. Axel, vous voulez rebondir? Un témoignage rapide sur ce qu'on observe dans le monde économique. C'est vrai que les gains de productivité immédiats, promis à court terme, on ne les voit pas aujourd'hui. Et je pense qu'il faut être honnête, personne n'en sait rien
En fait, il y a beaucoup de marketing autour des promesses de l'IA. La réalité, c'est qu'il faudra encore un peu de temps avant de connaître ce que ça induit comme évolution sur le travail dans les entreprises. Et on lit tout et son contraire. Cet été, le MIT a sorti une étude qui a fait beaucoup de bruit, qui indiquait que 95% des cas d'usage déployés dans les entreprises n'avaient pas les résultats attendus en termes de génération de revenus ou d'optimisation de la productivité. Et puis, à l'inverse, dans des métiers qui sont ceux qui concernent l'entreprise pour laquelle je travaille, eh bien, que 80% du code aujourd'hui, il est produit par l'IA. Donc, quid du métier de développeur? Et je fais le lien avec les jeunes. Si j'avais une inquiétude à exprimer, ça serait peut-être celle-là, parce que, effectivement, toute la phase d'apprentissage qui se faisait à l'entrée dans l'entreprise, aujourd'hui, elle peut être faite par l'IA. Donc, dans les entreprises qui recrutent massivement des jeunes en sortie d'études, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et peut-être que, parce qu'on est là pour essayer de réfléchir aux solutions aussi, que ça veut dire qu'il faut de nouveau mettre dans le débat public la question intergénérationnelle et celle du rôle des salariés plus expérimentés vis-à-vis de l'accompagnement des plus jeunes sur le marché du travail. Alors, au vu de ces risques dont on en parlait, est-ce qu'on peut freiner finalement l'adoption de l'IA dans certains secteurs au nom d'un principe de précaution en disant finalement ça peut contrer l'employabilité des jeunes et on est dans une université ici et moi j'ai déjà entendu des patrons qui me disaient on ne prend pas de stagiaires cette année pour faire des revues de presse, etc. L'IA fait ça très bien, j'ai plus besoin d'employer un stagiaire et de m'embêter à lui expliquer comment faire. Est-ce qu'il faudrait donc freiner l'IA au nom d'un principe de précaution? Est-ce que c'est seulement possible? Parce qu'on voit que dans le monde, au contraire, beaucoup de pays accélèrent. On a vu les déclarations de Trump et du gouvernement américain récemment fustigeant la réglementation européenne. Donc, est-ce qu'on peut freiner? Je m'adresse à vous, Paul, peut-être. Vous servez à boire, désolé. Est-ce qu'on peut? Je pense que la question est non. Est-ce qu'on doit, en fait? Voilà, est-ce qu'on doit? Je pense pas non plus, parce que c'est un peu, pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure façon d'éviter les effets négatifs de l'IA, et là je sais pas, je serais pas forcément du même avis que tout le monde, c'est justement de les anticiper, parce que sinon en fait on les subit, et on a toutes les raisons de se faire larguer et dans 5 ans de devoir en fait finalement aller faire des choix qui sont contraints. Et la meilleure façon de pouvoir bien anticiper la manière dont on va utiliser l'IA de manière intelligente sans sans avoir ces effets de bord négatifs, c'est de jouer avec soi-même, c'est d'intégrer une culture de l'IA. Et ça, par exemple, on le voit dans certains secteurs comme dans la médecine, où il y a un peu cette peur justement de l'IA pour les internes, où il y a des projets extrêmement intéressants, où par exemple ils vont utiliser l'IA pour aller faire des outils de simulation de cas cliniques et qui montrent avec une étude randomisée que derrière les étudiants en médecine qui ont utilisé ça ont des meilleurs scores de confiance, des meilleurs scores aux examens de L1 de santé, etc. Et ça, par exemple, c'est partie de cette vision-là de la filière. Alors effectivement, elle va être chamboulée par l'IA, mais à quoi est-ce qu'elle ressemble? Donc je pense que non, il ne faut pas la freiner. Par contre, il faut avoir une vision un peu proactive. Et Antonin, vous en tant qu'économiste, est-ce qu'on peut, dans un monde mondialisé, alors que les économies accélèrent, freiner? Est-ce qu'on doit? Alors, il y a peut-être des raisons pour lesquelles on veut vouloir freiner, environnementales notamment. Il y a des risques. On va en parler, évidemment. Oui. Mais en tant qu'économiste, j'ai plutôt envie de répondre que non, il ne faut pas freiner l'IA. Pourquoi? Parce que notre tendance en Europe est plutôt de freiner. On est déjà en train on est plutôt lent pour adopter les technologies. Et aujourd'hui, notre croissance est faible et notre niveau de développement économique est faible par rapport aux États-Unis parce qu'on a été trop lent et très lent à adopter les technologies numériques informatique dans les années 90 puis 2000 pour tout un tas de raisons, des régulations qu'on a mis en place qui étaient au début peut-être inadaptées, plein de raisons qui sont bien connues maintenant. On paye encore aujourd'hui finalement des effets négatifs sur la croissance et on a fini par adopter ces méthodes, mais ces machines et ces services numériques, mais on les produit pas nous-mêmes. Donc c'est pas comme si on avait même réussi à gagner en sobriété. On utilise beaucoup ces outils, on les a peu produits nous-mêmes, on n'a pas eu les gains de croissance qu'on aurait pu avoir. Donc sur l'IA, il faut faire attention à ne pas retomber, je pense, dans le même écueil. J'ai l'impression qu'on a un peu pris la mesure du sujet et que
les différents gouvernements européens sont plutôt proactifs sur l'IA, mais il faut quand même surtout ne pas freiner la diffusion. Est-ce qu'on peut parler en fait aujourd'hui d'une IA responsable compte tenu du coût écologique de l'IA, Axel? Est-ce qu'on peut avoir une IA? Compte tenu du coût écologique, il faut d'autant plus parler de responsabilité dans le domaine. Pour en revenir à la question précédente, moi je considère qu'il y a des domaines qui doivent interdire les usages de l'IA. Par exemple par exemple les drones tueurs. Je trouve très dommage qu'il n'y ait pas un consensus international sur le sujet. Le droit international, depuis 2 siècles, il dit que c'est interdit de tuer des civils, même en temps de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'IA, tout d'un coup, on devrait tuer des civils. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idiots qui tuent des civils, mais pour autant, il faut cette règle et cette interdiction. Donc, il ne faut pas que ça soit une excuse pour remettre en cause une forme d'universalisme sur les consensus minimaux en termes de respect des droits humains. Premier point. Second point, moi je ne comprends pas, et c'est vrai que c'est un discours des économistes qu'on entend beaucoup, pourquoi on continue d'opposer innovation et régulation. En fait, la régulation à l'européenne, c'est l'encadrement du marché, souvent pour permettre la libre concurrence et donc lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et les positions trop dominantes et donc qui ont un impact sur la capacité des entreprises et notamment des petites entreprises à grandir et à créer de l'emploi dans les territoires. Et en fait, de dire réguler l'IA, ce n'est pas un gros mot, c'est questionner à temps, donc avant qu'il ne soit vraiment trop tard, la question de l'IA, pourquoi? La question du juste besoin. Ok, l'IA pour gagner du temps, certes, mais les vrais cas d'usage très transformateurs, on ne les a pas encore forcément vus, sauf peut-être dans tout ce qui est imagerie, simulation, et grâce à l'IA, la connaissance des conséquences du changement climatique progresse de manière fulgurante. Mais, avant de passer au Q&A, je voudrais vraiment que vous nous parliez aussi IA et environnement, parce que vous avez fait des études. Mais donc, en fait, je vais vous dire, je ne sais pas répondre à cette question. Pourquoi je ne sais pas répondre à cette question? Parce qu'en dépit de l'IA, je n'ai pas accès à l'information. Vous avez fait une étude sur ça, justement, en disant que finalement, il y a peu d'informations. Tout à fait. Soprasteria a produit un rapport cet été qui montre que moins de 1% des conversations sur les réseaux sociaux sur l'intelligence artificielle parlent d'environnement. Mais alors la question, c'est pourquoi? Et regardez les volumes des investissements et les enjeux géostratégiques qui sont en cause et vous avez la réponse. Et donc, bien sûr qu'il faut poser cette question de la transparence, de la réalité de l'impact carbone, mais aussi en utilisation des ressources en eau, et puis aussi remonter la chaîne de valeur en amont sur les conditions d'extraction et remonter aussi, aller jusqu'à l'aval sur l'économie circulaire. Ces questions, elles ne sont pas assez posées aujourd'hui. Et alors, Google a fait un effort sur Gemini pour publier, alors soi-disant publier l'impact carbone de Gemini. Ça serait moins que 9 secondes de télé. Pour info, et après, il faut vraiment parce que sinon, on va se faire taper sur les doigts. Enfin, je suis désolée, mais je suis très dubitative. Alors, je salue l'effort de transparence. Ils l'ont fait après Mistral, mais ils l'ont quand même fait. Alors, on ne peut pas comparer avec les autres géants de la tech. Ils utilisent un impact médian sur les usages de scripts textuels. On ne sait pas ce que c'est médian. Ils prennent que le texte, ils prennent pas les images. Ils prennent une méthodologie qui est ce qu'on appelle market-based et non pas location-based. Donc, en fait, c'est pas la réalité de la consommation énergétique, c'est une moyenne mondiale. Bref, au plan méthodologique, c'est très contestable. Et surtout, je suis désolée, c'est là qu'on a besoin de la régulation pour imposer la transparence des données environnementales, qui est la condition sine qua non pour qu'on connaisse la réalité des impacts. Et à ce moment-là, moi, quand j'aurai mon ordinateur devant moi et que je ferai des prompts, j'ai envie d'avoir ma calculette pour savoir exactement ce que j'utilise. Ça sera le mot de la fin, parfait. On va passer donc aux séances questions-réponses. Merci beaucoup. Donc, si je résume en 2 phrases, l'IA est en train de tout bouleverser. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On est à peu près tous d'accord sur l'idée qu'on ne peut pas rester
à l'écart de cette révolution, mais avec des limites, comme vous le disiez, la régulation et dans un monde mondialisé où on ne peut pas aller trop loin, justement. Alors, on passe aux questions-réponses. Alors, une question de Anne. Quel impact l'usage, je les ai devant moi, vous ne les avez pas, mais moi je les ai. Quel impact l'usage de l'IA sur la manière de raisonner, d'apprendre, le niveau de connaissance des jeunes actuellement étudiants va avoir sur leur intégration dans l'entreprise et ultérieurement sur les manières de travailler selon vous? C'est une question intéressante, c'est-à-dire c'est l'impact sur le cerveau finalement de l'IA. Je ne sais pas si l'un de vous se sent de répondre à ça. Il faudrait presque un neuropsychiatre avec nous. Moi, je peux répondre sur la manière dont, depuis 3 ans, on voit comment les étudiants ont changé la manière de travailler. À mon avis, pour l'instant, il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on n'a pas adapté la manière dont on évalue, ou très peu. Et donc, on continue à faire des mémoires qui sont écrits parfois la veille avec une IA. Donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de temps perdu et d'inefficacité, mais il y a aussi du très bon, c'est-à-dire que vous avez des étudiants qui savent s'emparer de ces outils, qui leur posent des questions. En tant que prof, d'ailleurs, c'est assez désagréable parce que les étudiants nous corrigent en temps réel avec l'IA maintenant, donc on passe notre temps à devoir nous expliquer. Mais c'est très bien, c'est-à-dire qu'ils savent interroger, douter et aller chercher la réponse. Il faut que nous, on trouve un moyen de s'adapter, et il faut aussi qu'on trouve un moyen, comme je dis tout à l'heure, de former différemment les jeunes pour qu'ils puissent rentrer plus efficacement dans le monde de l'entreprise. Alors, une question pour Axel Lemaire, là c'est précisé. Quel est le point de vue en qu'ancienne ministre, secrétaire d'État, soyons précis, du numérique, sur le plan Osélia, lancé par le gouvernement pour accompagner la transformation des entreprises? Donc, je le rappelle pour tous, un plan lancé il y a quelques semaines pour justement avoir des ambassadeurs IA, etc. Je ne peux pas m'empêcher de répondre à la question de la veille, mais sur les jeunes, je pense que c'est une révolution anthropologique et que ça va modifier le fonctionnement du cerveau qui a évolué, le corps humain a évolué au fur et à mesure de l'évolution des technologies. Ça va être encore plus vrai avec l'IA et que l'école doit totalement se saisir du sujet et sans doute là aussi définir des chartes d'usage et bien accompagner notamment les profs. Oui, le prof sera au milieu de la classe et plus devant, ce qui est sans doute une bonne chose. Oui, il pourra accompagner plus individuellement, de manière plus personnalisée les élèves et donc notamment les élèves qui ont plus de difficultés scolaires, mais pour autant, moi, quand je vois que ma fille de 14 ans fait des devoirs sans me le dire de A à Z avec ChatGPT, ça m'inquiète en fait. Voilà. Alors, Osélia, j'espère que c'est un plan qui s'adresse aux PME dans les territoires et je ne pense pas qu'elles ont besoin d'audace en fait parce que quand on est entrepreneur, on a le goût du risque et en général on l'assume. Je pense qu'elles ont besoin d'être aidées à investir dans des technologies qui ne sont pas aussi gratuites qu'elles peuvent le paraître. Derrière, ça crée des dépendances sur le coût des suites professionnelles, ça induit des coûts de formation, d'accompagnement, etc. Et donc d'encourager à l'adoption des usages, c'est très bien. Maintenant, encore une fois, pour moi, ça pose vraiment la question de quels usages. Il ne faut pas qu'il y ait de l'IA à tout prix, quoi. Et aujourd'hui, le discours ambiant, c'est l'IA à tout prix. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que si on ne fait pas de l'IA ce soir, on est tous morts demain matin. Ça, je trouve qu'il faut réussir à prendre un peu de recul voilà, par rapport à cela. Après, je pense que ça peut être une aide pour les petites entreprises, notamment dans la facilitation des tâches administratives qui peuvent être lourdes. Bien sûr. Alors, quel choix et pratique en termes d'IA faut-il faire pour favoriser notre souveraineté? C'est une vaste question. Et la compétitivité française, voire européenne. C'est moi, j'ai bien envie de rebondir sur ce que disait Axel. Mais je peux ou pas? Parce que globalement sur les usages, et je pense que tu as tout à fait raison de souligner que les usages ne sont pas égaux vis-à-vis de leur, en gros de leur rapport coût-bénéfice. Il y a quand même un sujet, c'est qu'en fait, il y a certains usages qui, en termes d'IA, et j'ai vu pas mal de questions défiler sur l'impact écologique de l'IA, en fait, les usages varient d'un voire 2 ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas faire une moyenne du coût d'une requête ChatGPT, parce qu'en fait, déjà, selon que vous utilisez le mode raisonnement où il va carburer pendant 2 minutes en cramant 300 000 tokens pour réfléchir, ce sera pas pareil que s'il répond du tac au tac. C'est pas pareil si vous utilisez un grand modèle versus un petit modèle. Et globalement, c'est sûr que lorsqu'on passe notre temps, et je pense qu'il y a des coupables dans la salle,
à ghiblifier sa photo de profil. Là, on est en train de générer des pixels de manière autorégressive. En fait, on consomme 1000 fois plus que si vous posez une question. Et typiquement, par rapport au cas d'usage dont on parlait tout à l'heure sur, je sais pas moi, enfin, la travailleuse sociale qui a besoin d'une information pour aller, quelles sont les bonnes recommandations à faire à tel bénéficiaire. Non seulement la deuxième requête est 1000 fois plus utile, mais elle coûte en plus 1000 fois moins cher. Donc concrètement, ce qu'il faut, c'est pas limiter l'usage, enfin c'est pas limiter l'IA en tant que tel, c'est avoir un usage qui est plus raisonné. Au même titre que, enfin, si l'usage est utile, évidemment que ça va consommer plus au titre du mix énergétique. Enfin, 30% ou 20-30%, c'est le bâti. On dit pas, il faut arrêter de se loger. Par contre, il faut se loger plus intelligemment, avec des meilleurs matériaux, sur peut-être des concepts d'urbanisme plus sains. Bah, c'est la même chose avec l'IA. Voilà. Peut-être juste Antonin, si vous arrivez à répondre en quelques secondes la question sur la souveraineté, c'est pas facile. C'est un vrai challenge que je vous demande là. Il faudrait l'IA là, il faudrait ChatGPT. Bon, en quelques secondes, ça va pas être possible, mais une chose qu'il faut qu'on fasse mieux au niveau européen, c'est d'avoir une politique qui soit pas fractionnée, que chaque pays ait pas sa politique IA, parce que typiquement, ça va conduire à dupliquer les efforts, à construire des data centers dans chaque pays au lieu de faire des data centers communs, ce qui d'ailleurs va augmenter l'empreinte carbone, puisque il vaudrait mieux d'un point de vue écologique avoir un data center dans un pays, un gros data center dans un pays qui a une énergie décarbonée, plutôt que d'en mettre 25 dans 25 pays européens. Mais voilà, c'est un sujet compliqué. Parfait, merci. Merci d'avoir été rapide et efficace, merci beaucoup. Merci vraiment de nouveau à vous trois, vous avez été très intéressants et passionnants, vous avez été à la hauteur de ce que j'espérais au départ en annonçant ça. Merci au public, merci. Je vous invite à suivre la suite des débats avec une prochaine session sur le libre-échange, vaste question. Merci encore à tous les trois et merci à vous.